Alors, je vais d'abord m'excuser pour ma voix un peu fragile. Je sais pas, j'ai dû choper un coup de froid. Donc, il se peut que je finisse cette communication complètement à faune. Je ne sais pas. Donc, je vais vous rappeler un temps passé lointain où ça n'allait vraiment pas bien. Pour revenir un peu sur l'usage qu'on a pu faire dans notre cercle universitaire, des plateformes de visioconférence, mais pour l'enseignement universitaire, donc avec un but qui était affiché à cette période-là de pouvoir poursuivre notre métier. Alors, du point de vue de la méthodologie, pour commencer, j'ai mené une enquête de terrain donc, que j'ai effectuée en partie pendant la pandémie et en partie un peu après, mais la pandémie durait en fait. Vous vous rappelez comme moi du fait qu'elle a duré. Donc j'ai démarré les recherches et les entretiens de terrain en mars 2020 jusqu'en septembre 2020, donc vraiment la période de fermeture totale des universités. En tout cas, je parle des universités françaises. Et puis, je l'ai prolongé, cette approche de terrain, sur l'année universitaire 2020-2021, où on avait expérimenté le distanciel partiel, le bimodal, toutes sortes de délicieusetés qui faisaient qu'on était quand même globalement en distanciel, mais un petit peu des fois là, mais pas tant que ça. Voilà, alors je précise que ma recherche portait vraiment sur les universités françaises, mais que je suis quand même, par curiosité malsaine, venue voir et interroger des collègues d'ici, à l'UDM, pour avoir quelques points de comparaison internationale entre universités francophones. Alors, j'ai fait des entretiens semi-directifs de plus d'une heure, très longs, en laissant parler les gens. Et surtout, je me suis appuyée sur les réponses libres d'un questionnaire qui avait été mené à l'université Sorbonne Nouvelle, donc mon université, auprès des étudiants et des enseignants, dans lequel donc, il y avait tout un carré de réponses libres. Donc vraiment, il y a eu des discours qui se sont proposés autour de ce qui se passait, sans être vectorisés par des questions, par le questionnaire, qui c'est vraiment des réponses libres, qui ont été très très riches d'enseignement pour moi. Donc plus de 700 réponses libres du côté des étudiants et plus de 130 réponses libres du côté des enseignants. Et puis je me suis appuyée aussi sur ce que j'ai appelé des parutions, avec un S, conjoncturelles, comme par exemple l'ouvrage Zoom sur la fac, les universités à l'épreuve du distanciel, sous la direction de Yannick Laptaï, qui a été publié en 2020 et qui était écrit par des universitaires à chaud, et qui était aussi instructif sur la manière dont chacun gérait cette période distancielle. Et certains de mes éminents collègues et amis qui sont ici ont participé à cette parution. Alors, rappelez-vous, le distanciel et la continuité pédagogique. Donc on a vécu une crise sanitaire complètement inédite qui nous a amené à un usage massif des plateformes de visioconférence. Alors c'était surtout Google Meet chez nous, puisqu'on avait la suite Google à disposition comme outil pour l'université. Ça a été beaucoup Zoom aussi, qui a été adopté un peu communément, et parfois aussi Teams, puis d'autres, j'y reviendrai, pour essayer de maintenir les cours universitaires. Et ça m'a permis aussi d'interroger cette médiation, finalement, des plateformes de visioconférence. Certaines spécificités de la relation pédagogique à distance se sont révélées très visiblement pendant cette période. Donc ma réflexion, elle repose vraiment sur l'usage des plateformes pendant la pandémie dans le cadre de formations qui ont dû s'improviser à distance, ce qui me met vraiment ailleurs qu'une réflexion qui aurait résonné sur le téléenseignement dans le cadre d'enseignement à distance ou de formation à distance pensée en tant que telle et éditorialisée en tant que telle. Donc, ça n'avait rien à voir. J'ai été bien prudente par rapport à ça. On ne parlait pas exactement de la même chose, mais quand même, tout le travail universitaire qui avait déjà été fait depuis longtemps sur les EAD et la FAD m'ont aidé aussi à comprendre mieux certaines choses. Alors, le plan de la communication, bon, d'un point de vue de la méthodo, je me situe au croisement de plein de champs disciplinaires. Donc, les sciences de l'éducation, évidemment, les SIC, les sciences de l'information et de la communication, et les sciences du langage, qui ont été vraiment pour moi très utiles heuristiquement parlant, parce que les sciences du langage travaillent beaucoup sur la question de la conversation, et y compris de la conversation en ligne, à distance. C'est très, très différent, vous l'avez tous remarqué, de parler à quelqu'un en tête-à-tête et de parler à quelqu'un en visio. On a tous remarqué ça. Donc, j'ai croisé des données de terrain et la littérature académique préexistante. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, il y avait déjà beaucoup de choses, en fait, qui s'étaient écrites et depuis longtemps. Sur cette question de ce qu'on appelait à l'époque le téléenseignement, depuis les années 80. Donc, ça remonte.
mais le téléenseignement était déjà actif dans certaines universités depuis longtemps. Donc ça m'a permis de problématiser, de confirmer, de préciser, d'expliquer, de relativiser, de nuancer, bien sûr, car toute universitaire nuance pendant des heures, l'expérience vécue. Tout ça autour d'une problématique très simple. Quelles caractéristiques se dégagent de la relation pédagogique, puisque je m'intéresse vraiment à cette relation spécifique, quand même très spécifique, quand elle est effectuée à distance et qu'elle est médiée par une plateforme de visioconférence au moment de cette crise, donc pendant cette période. Alors j'utilise le terme médié. Dans la littérature, on trouve médié, on trouve médiatisé. C'est pas tout à fait la même chose. J'emploie le verbe médier avec cette idée que je travaille surtout, et là il faut que je le précise tout de suite, sur cet exercice qu'on a tous effectué, de la visioconférence synchrone. Mais on est dedans en fait, vous me voyez là sur Zoom. Donc la visioconférence synchrone en direct donc. Donc c'est un champ un peu spécifique de nos usages sur lequel je me suis concentrée. Et alors cette visioconférence synchrone, elle apparaît comme une technologie d'encadrement. Donc c'est pour ça que je dis médié, c'est un dispositif socio-technique d'encadrement de la relation pédagogique pour un cours en direct. Et donc là que je me suis appuyée sur des théoriciens canadiens d'ailleurs, Michael Power, et américains avec Michael J. Moore, qui sont des théoriciens des années 2000. Alors, ma communication donc, va s'articuler sur 3 points sur lesquels je devais me concentrer parce que là j'ai 20 minutes pour vous présenter les choses alors que ça aurait pu être beaucoup plus long. Donc d'abord la question de la relation pédagogique comme conversation asymétrique, très important. Ensuite comme coprésence déréalisée et puis enfin comme performance industrialisable. Ouais, teaser. Alors d'abord la relation pédagogique comme conversation asymétrique. Alors évidemment, je passe un peu vite sur la question du dispositif socio-technique de la visioconférence, mais on s'en rappelle tous. C'était un dispositif multimodal qui permettait de partager des sources en direct, donc souvent un PowerPoint, mais ça pouvait être aussi en fonction des cours une vidéo, du clavardage, des documents écrits, avec ces écrans simultanément connectés. On se rappelle tous les petites fenêtres. Bon, on en a encore des exemples aujourd'hui. Avec un but principal, pallier la distance physique, puisqu'on était en pleine distanciation sociale avec nos masques et toutes sortes de choses qu'on revoit encore aujourd'hui. Alors, je m'appuie donc sur quelques témoignages que j'ai reproduits ici. J'ai choisi pour que ça tienne aussi dans le temps de la com et je ne les ai pas multipliés. J'ai pris ceux qui me semblaient les plus paradigmatiques, les plus révélateurs du nombre que j'avais pu recueillir, qui allaient un peu dans le même sens. Donc, le prof, il ne peut pas voir que je le vois mal. Lui et ses PowerPoint. Mon écran, ordi ou tel, est trop petit. Je ne vois pas non plus les autres. Je les entends mal. L'image se bloque, ça coupe. Oui. On l'a vécu aussi maintenant, là, pendant là. Alors, on a vraiment eu ces constats qui étaient, que j'ai retrouvés dans des travaux antérieurs à la pandémie. Avec cette idée que finalement, il y a plusieurs types de distance au-delà de la distance physique. Qui finalement est un aspect de la distance, mais la visioconférence maintient la distance. Alors, on a des théories qui sont développées bien avant la pandémie, qui sont des théories liées à la distance transactionnelle qu'induit les plateformes de visioconférence quand il s'agit d'être dans une perspective pédagogique, avec différents degrés de distance dans les échanges en visio. 3 éléments importants influencent toute tentative d'équilibre entre l'offre et la demande pédagogique, le degré d'autonomie des apprenants, le niveau de structure du cours et le niveau de dialogue qui se produit entre intervenants dans un cours. Donc évidemment, on retrouve des choses qu'on a tous dû expérimenter. Et le degré d'autonomie des apprenants, c'est quelque chose aussi qu'on avait parfois du mal à mesurer en fait. Et tous n'étaient pas au même degré, précisément d'autonomie. Alors Michel de Fornel, là on est dans des théoriciens français des sciences du langage, qui ont réfléchi à ces questions dans les années 80, à partir de cette expérience de du téléenseignement. Il parle, lui, de trouble talk, qui surgissent pendant des problèmes techniques qui se produisent pendant la visio et perturbent l'échange conversationnel. Il parle, Michel de Fornel, je trouvais ça très juste encore très récemment, là, de désajustement transactionnel dans l'échange qui se passe en visioconférence.
Donc, ça met en valeur, ça met en évidence les asymétries dans l'échange pédagogique. Les espaces d'interlocuteurs sont fragmentés. On l'a bien vu là, quand il y a eu un colloque alternatif qui s'est passé sur Zoom, alors que nous, on était en train de faire notre petite pause. Oui, les espaces des interlocuteurs sont fragmentés et l'extrapolation d'un espace commun à la discussion est compliquée en fait. Là, on l'a vraiment bien vu. On avait 2 espaces dans un espace. C'était un peu lunaire même. Ces espaces sont matérialisés par l'interface proposée par la plateforme, quel que soit le choix des plateformes que l'on a adoptées pour la connexion vidéophonique. Mais ça avait quand même des conséquences dans l'enquête de terrain que j'ai menée. Certains, par exemple, trouvaient que Zoom était une plus belle plateforme que Teams, parce que c'est le fond noir. C'est plus joli. Mais en fait, on a dû quand même travailler dans un espace sans espace. Et c'est intéressant parce que j'ai un peu poussé à ce que l'expo qui est en dessous là s'appelle l'espace des plateformes. Parce que la question de l'espace est fondamentale, je crois. Donc, ce qu'il y a de différencié, ce qu'il y a d'asymétrique aussi dans l'échange pédagogique en visioconférence, ce sont les cadres ou les contextes de l'activité et les compétences des interactants qui ne sont pas forcément alignés, bien sûr, et qu'on a du mal aussi à jauger, en fait, comment savoir. Ce qui induit des différences de perception dans les échanges. C'est ce que dit l'étudiant qui témoigne. Mais le prof, il ne voit pas que je ne le vois pas. Il ne sait pas. Donc ça crée forcément des asymétries assez problématiques dans différentes perceptions que l'on a du son, de l'image, de la voix, etc. Alors Michel de Fornel parle aussi de l'effort des participants pour rétablir un équilibre de la conversation et instaurer une réparation des perturbations. Combien de temps on a passé encore là très récemment à dire « Vous m'entendez bien ? Vous me voyez ? Ça y est, mon écran est partagé ?» Enfin, on était tout le temps en train de réparer de la distance et de réparer des perturbations engagées par la plateforme. Donc une théorie qui s'est élaborée depuis longtemps déjà autour de cette question de l'échange confirmatif ou de l'échange réparateur qu'on a sans arrêt en visio. Tu m'entends bien ? Vous avez compris ? Vous voyez mon écran ? Etc. Donc la conversation a bien lieu toujours avec une présomption de pertinence. On espère que les gens comprennent ce qu'on dit. Et en vertu d'actes de déférence, on essaye d'avoir un rituel de réparation, c'est-à-dire de dire « Bonjour, tu me reçois, ça va, tu m'entends toujours ?» Après, il y avait des rituels qui étaient liés aussi à la dimension pédagogique, être à l'heure pour la connexion. On l'a vu là aussi. Oh, mon Dieu, Chloé Delaporte n'est pas connectée, mais que se passe-t-il ? Et puis allumer sa caméra ou ne pas l'allumer, qui était un acte de déférence aussi par rapport au cadre pédagogique. C'était une sorte de respect donné à l'enseignant. Certains enseignants étaient très sensibles à ça et certains étudiants s'y sont refusés parce qu'ils estimaient justement qu'on n'avait pas suffisamment ritualisé le dispositif de l'échange en visio, sans doute. Alors, vraiment, cette question de l'asymétrie est intéressante parce qu'elle fait écho, bien sûr, à la question de tout simplement des échanges pédagogiques et plus généralement des échanges sociaux. C'est-à-dire que cette réparation des asymétries de la distance, c'était un creuset de domination, d'expression des dominations, à la fois sociales et culturelles. Parce que finalement, il faut avoir les moyens de réparer la distance. Il faut avoir les moyens humains, il faut avoir les moyens techniques, il faut avoir les moyens cognitifs, il faut avoir les moyens culturels, et c'est vraiment pas toujours facile. Et on n'est pas tous égaux par rapport à cette faculté de réparation, tout simplement. Ce qui est vrai aussi dans l'échange conversationnel humain. Donc ça a mis en évidence ce qui était parfois structurellement asymétrique, et ce qui nous a permis de nous demander aussi peut-être si la relation pédagogique elle-même n'est pas structurellement asymétrique, puisque dans une relation pédagogique, il y a celui qui sait et celui qui sait moins. Donc de toute façon, il y a cette asymétrie structurelle. Elle a été simplement renforcée et aggravée, je pense, par le dispositif technique. Alors, il y avait aussi des avantages, j'en ai vu des traces dans les témoignages que j'ai reçus. Certains étudiants disaient que ça offrait une meilleure dissimulation, finalement, de leur position, avec une certaine désinhibition qui leur permettait parfois de participer plus facilement, parce qu'on ne les voyait pas ou pas bien, et que ça leur permettait parfois de prendre la parole plus facilement. Et puis des enseignants, dont un enseignant qui a été très touchant dans son témoignage, il m'a dit « En présence, j'ai vu les chaises vides. À distance, j'avais tout le monde en face de moi. Je passais moi-même les meilleurs moments de ma semaine avec eux. » Bah oui, parce qu'on avait l'impression qu'on faisait ça et c'était mieux que rien, vous vous rappelez. Alors, deuxième partie, la relation pédagogique comme coprésence déréalisée. Alors là, je m'appuie sur pas mal de témoignages que j'ai reçus, collectés, consultés. Un paradigmatique que je cite là. Je pensais que le problème était que j'avais l'impression que la fac n'existait plus, car tout presque se fait à distance.
Mais finalement, j'ai réalisé que je décroche parce que je sens que c'est moi qui n'existe plus pour la fac. Ouais, hein, c'est touchant. Effectivement, c'est quelque chose aussi que beaucoup de théoriciens de l'enseignement à distance avaient déjà senti des années 80-90. C'est que finalement, ces dispositifs de téléenseignement simulent la coprésence. Avec quelque chose qui confirme des recherches antérieures, françaises par exemple, avec une théoricienne très célèbre de ce champ de réflexion qui est Geneviève Jacquinot, qui dit qu'un cours dispensé en visioconférence, dans un cours dispensé en visioconférence, ce qui est en question, c'est bien la simulation de la coprésence des sujets pour supprimer l'absence du face-à-face des acteurs impliqués. Michel Marcoccia, un petit peu plus tard, pareil, théoricien des sciences du langage, parle de l'heure de la coïncidence. Coïncidence est un leurre, qui vient de la synchronicité que permet la plateforme. Il parle d'un mimétisme présentiel du direct de la visioconférence. Et du coup, je retrouvais ça dans les témoignages que j'ai recueillis. Une enseignante qui m'a dit « Je suis pas sûre que c'est un cours ». Et d'autres « C'est pas un cours, c'est un film de cours ». Donc l'idée de cette coprésence déréalisée, ça vient à la fois du désajustement et de la symétrie que j'ai évoqué dans la partie 1, et puis de ce leurre de la coprésence simulée. Donc c'est une déréalisation qui s'exprime dans les discours par l'emploi de cette suspicion qui revient dans les termes employés. Et finalement, le meilleur outil heuristique que j'ai trouvé pour théoriser ça, c'est Erving Goffman, un vieux de la vieille, des années 70, qui parle des rites d'interaction et de la conversation comme rite d'interaction entre humains. Et il dit quelque chose que je trouve vraiment indépassable. Les rencontres diffèrent beaucoup par l'importance qu'on leur accorde, mais cruciales ou insignifiantes, elles sont tout autant d'occasions qui permettent à ceux qui s'y engagent de réaffirmer leur sens de la réalité. Ce n'est pas une chose minime, quelle qu'en soit l'enveloppe. Quand, par suite d'un accident, l'engagement spontané est mis en danger, c'est la réalité qui est menacée. Si l'avarie n'est pas détectée, si les interacteurs ne parviennent pas à se réengager comme il convient, l'illusion de réalité se brise, la minutie du système social qui avait créé la rencontre se désorganise, les participants se sentent déréglés, irréels, anormaux. Vous avez pu éprouver ça pendant toute cette période de cours à distance, on se sentait déréalisé presque, non ? Oui. Donc, dans l'interaction visioconférence, on ne peut pas vraiment savoir, par exemple, qui me regarde et qui m'écoute. C'est terrible. L'interlocuteur se regarde et ou vous regarde, et on ne sait pas. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel insiste de Chanet, dans tout un travail qui a été fait par la revue Distance et Médiation. Il dit bien, c'est se regarder dans les yeux qui n'a plus vraiment de sens quand on est en visio. Alors que dans l'échange conversationnel, c'est ô combien important de se regarder dans les yeux. Et là, ça n'a plus tellement de sens. Donc, l'éthos de soi est en jeu. Qui je suis quand je parle, qui je suis dans ce que je dis, on ne peut plus trop savoir, puisque finalement, rien n'assure que l'on est regardé. Alors, j'ai beaucoup aimé la métaphore de Chanet. Il parlait de visage à l'abandon. Moi, j'ai ressenti ça. Et l'ensemble des échanges, finalement, prend le risque de paraître complètement déréalisé. Et puis, autre problème, parce que le temps passe, et il faut que j'avance, qui a été soulevé par cette enquête de terrain que j'ai tenté de mener, c'est que la relation pédagogique, c'est un peu comme industrialisé. Alors, l'usage des médias industriels pour la relation pédagogique, elle date, c'est quelque chose qu'on a remarqué depuis longtemps. Et les enseignants me l'ont très vite fait sentir, parce que j'en ai rencontré, ils se reconnaîtront ou pas, qui m'ont dit, moi, avant de prendre l'antenne, je mettais l'écran d'accueil du cours sur Twitch, avec un compte à rebours. Donc finalement, mon cours, je l'ai fait en streaming sur Twitch. Pourquoi pas ? J'ai eu d'autres enseignants qui m'ont dit, moi, c'est ma chaîne YouTube que j'ai utilisée. Et puis alors, j'ai essayé de créer des petits tips pour maintenir l'attention. Et cet enseignant me racontait qu'il avait mis un kimono pour son cours sur le cinéma japonais. Ça lui semblait être la seule façon de réveiller ses étudiants qu'il avait le samedi matin en visio. Donc oui, on s'est trouvé un petit peu à être des performeurs. Et puis, du côté des enseignants, il y a eu cette impression aussi que les étudiants, finalement, se configuraient comme des destinataires d'un flux numérique imputable à l'enseignant. Ça, c'est Marie-France qui le dit dans le bouquin dont je parlais en introduction, qui résonnait sur ce qu'on a vécu pendant cette période. Donc, on a eu l'impression de l'adaptation d'une ambition didactique à un modèle informationnel de transmission des connaissances,
avec finalement quelque chose qui était de l'ordre d'une convergence idéologique entre la pédagogie et les imaginaires communicationnels que véhiculent des écrans issus des logiques industrielles, et donc particulièrement les écrans des plateformes, évidemment des réseaux sociaux comme YouTube, Twitch et Instagram. Et finalement, moi, ce qui m'a inquiété, bon, allez, je peux le dire, ça m'a inquiété, c'est cette convergence que ça supposait entre enseignants, médiateurs et vulgarisateurs. Streamers. Alors, j'ai trop trouvé ça dans la littérature autour de distance et savoir, qui a été très active dans cette période, évidemment. Avec cette idée qu'en prenant modèle sur les attentes pour les usages de l'information, nous pouvons ainsi décrire la ressource pédagogique comme devant être à la fois attractive, visuelle, voire ludique, simple de prise en main et d'accès, rapide, répondant immédiatement aux besoins, pertinente et exhaustive, ne nécessitant pas de recherche ou de consultation complémentaire, adaptée voire personnalisée, compatible, c'est-à-dire consultable sur différents supports et formats, téléchargeable, assistée et guidée, tout en respectant la volonté d'autonomie de l'usager. Nos cours sont-ils devenus ça ? Donc, se diffuse dans l'espace public le modèle, finalement, qui était hégémonique en temps de pandémie, des plateformes audiovisuelles de vidéos à la demande, de contenu à la demande. Nos cours devenaient des contenus à la demande. Ou pouvaient devenir. Donc, la transmission informelle des savoirs, elle est déjà présente depuis longtemps dans la sphère éducative, avec, par exemple, tout un tas de chaînes YouTube qui existaient bien avant la pandémie et qu'on peut répertorier assez facilement. Donc, il me semble que finalement, la pratique pédagogique qu'on a adoptée en temps de crise, pour certains d'entre nous plus ou moins facilement, n'a fait que confirmer ou accélérer une tendance. Je suis un peu en retard, je vois bien. Alors là, on peut revenir sur des recherches qui datent aussi des années 90. Cette idée qu'avait déjà soulevé Pierre Meuglin, qu'on était en train potentiellement, ou qu'il y avait un risque en tout cas déjà dans la fin des années 90, de faire pencher la prestation éducative du côté des industries culturelles. Bien sûr, et d'un double processus de déscolarisation du système scolaire et de pédagogisation des industries culturelles. Oui, on est en plein dedans. Donc une tendance générale à la convergence entre les médias industriels et les médias pédagogiques qui n'est pas récente, mais qui s'est trouvée évidemment complètement confirmée par la pandémie. Alors, quelle régulation politique ? Je vous le demande, je n'en ai pas vu. Alors, on a résisté un peu quand même, car on est résistant. On a résisté par cette idée éthique du métier. L'idée justement qu'il y a une demande éthique de la relation pédagogique qui est que l'on doit essayer de permettre aux étudiants de devenir des sujets apprenants actifs, critiques, réflexifs, afin de se désengager des responsabilités inhérentes aux postures d'usagers, de public, de consommateurs de flux d'informations que les étudiants peuvent être par ailleurs. Ça, c'est justement dans l'ouvrage Zoom sur la fac. Et puis des résistances. C'est-à-dire, j'ai entendu des collègues me dire « Non, mais mon métier, c'est d'enseigner. Je ne suis pas animateur de streaming. » Et même qui, éventuellement, avaient utilisé Twitch pour les cours. Ce n'est pas du tout contradictoire, au contraire. Parce qu'on est résistant, parce qu'on réfléchit à ce qu'on fait. Et oui, mais quand même. Donc, finalement, parfois, ça a été même la revendication d'usage subversif des plateformes industrielles. Et oui, c'est-à-dire, on fait un streaming de cours en direct, mais quelque part, en faisant ça, on hack un peu la plateforme. Parce que Twitch n'était pas prévu pour ça. Donc, quelque part, c'est déjà un peu subversif. Donc, heureusement, on réfléchit à ce qu'on fait. Donc, le distanciel ne l'a pas emporté, je crois. Pas encore, peut-être. Alors, en conclusion, j'ai dépassé le temps. Je pense qu'on a été entre résistance et résilience, tout simplement. Alors, avec des enseignants plus pessimistes que d'autres. Les universitaires sont aujourd'hui des ouvriers universitaires. Et l'enseignement universitaire est profondément dénaturé. Cette impression, quand même, qui est restée un peu. Et puis, Laurence Allard, je t'avais mis en dernier, comme ça je me suis dit, si je dépasse un peu, elle n'osera pas me couper, vu que je parle d'elle. Stratégie. Et oui, parce que Laurence a une vision très positive de cette idée, en disant que finalement, différents corpus et pratiques associées à la Visiolife, tu as parlé toi-même de Visiolife tout à l'heure, peut être appréhendé entre surveillance et esthétique, entre présence et absence, entre espionnage et compagnonnage, et pensé suivant deux paradigmes, celui de la téléprésence ou celui de l'esthésis de la connexion. Oui, on peut y voir ça aussi, et on a su être parfois créatif dans ces moments un peu terribles. Donc l'usage des plateformes de visioconférence qui pourrait être vu comme une expérience esthétique ordinaire. Et c'est aussi ce qu'on a en bas dans l'expo. En bas, en haut ? Oui. Ok. Donc, je pense qu'il y a une réappropriation possible de l'usage des plateformes de visioconférence à des fins pédagogiques. Hier, j'entendais
caractérien parlait de détoxification pour toute autre chose. Mais je me suis dit, bah oui, on pourrait peut-être utiliser les plateformes à des fins pédagogiques en les détoxifiant pour qu'elles nous servent vraiment en tant qu'enseignants. Et alors, voilà, posons-nous la question. Je crois que vous savez poser, il faut se la poser encore. Que voulons-nous? Est-ce que l'enseignement est un télétravail comme les autres? Je ne crois pas. Est-ce qu'étudier est une pratique culturelle comme les autres? Je ne crois pas. Mais réfléchissons-y. Ensemble, ce serait mieux. On est plus efficace. Voilà, je vous remercie. Ah non, je reste là. Ouais, hein. Tu as presque réenchanté avec tant d'intelligibilité et de sensibilité cette période qu'on a voulu tous oublier. Merci. Mais tu lui as redonné du sens finalement, là où c'était plutôt du chaos. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va prendre le temps d'une question ou d'un commentaire, d'une observation, de que voulons-nous, peut-être aussi à cette question, que voulons-nous? Oui. Le micro. Je devrais le faire aussi. Est-ce que ça marche? Est-ce que tout le monde m'entend en ligne? Ok, parfait. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, la chose, je pense, qui m'a marqué le plus, quand on parlait justement, en fait, vous mentionnez la notion d'espace, qui, oui, je pense, est super importante. Puis moi, la chose qui m'a marqué pendant ce moment-là, pour être une personne qui a vécu toute la scolarité de mon doctorat en pandémie, c'est super le fun. C'est aussi le fait que justement, ouvrir la caméra, que c'était quelque chose que, évidemment, je comprends que du point de vue de la personne qui donne le cours, de voir les gens, etc., parce que voir des écrans noirs ou des photos, c'est ordinaire. Par contre, je pensais aussi à, par exemple, les personnes qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas ouvrir leur caméra pour différentes raisons, pas dans un environnement sain, pas dans un environnement qui est conductif, parce que, je sais pas, ils ont des enfants, puis ils courent en arrière ou quelque chose, ou juste santé mentale. Bien sûr. Par exemple, moi, il y a des moments où ça ne me tentait pas d'ouvrir ma caméra parce que c'était le bordel derrière moi, puis je voulais juste pas, parce que cette journée-là, si j'avais pas l'énergie, Ouais. Fait que je voulais avoir un petit peu de votre pensée par rapport à cet aspect-là avec ça. Ouais, j'ai essayé de la grouper autour de la question de la symétrie. C'est-à-dire qu'on n'était pas tous au même moment dans les mêmes dispositions. Dispositions en tant que moyen cognitif, intellectuel, moral, et moyen juste pragmatique de j'ai un grand appart, j'ai un petit appart, j'ai un ordi pour moi, j'ai des enfants à la maison, j'ai mon copain, ma copine, enfin voilà. Et, voilà. Et ça crée des asymétries dans les comportements, dans les attentes, dans les douleurs, dans les souffrances. Et forcément, on était désajustés. On était dans des rapports très asymétriques, en fait, qui occasionnaient des rapports de domination aussi. C'est ça que je voulais revenir un peu sur le côté politique. Il y en avait qui avaient des dispositions beaucoup plus faciles que d'autres, évidemment. Et c'est toujours les mêmes. Merci beaucoup. Je pense que nous nous sentons, c'est très, très intéressant, nous nous sentons interpellés à partir de l'expérience. Mais quand tu mentionnais, Barbara, comme la télépédagogie, ça m'a fait penser même à Cuba. Il y avait pendant des années Universidad para Todos. Et on l'a montré à la télévision. C'était quelque chose et même, j'imagine, les cours à distance ou les cours en ligne avant la pandémie, c'était comme une question de choix. C'était dans un endroit, un contexte, disons, entre guillemets, normal, comme c'était un choix de soit voir à la télé l'université pour tous et toutes, ou prendre un cours en ligne. C'était un contexte complètement différent dans le contexte de la pandémie. C'était juste ce qu'il y avait. Voilà. Ça ou rien. Exact. Comment, je pense que dans ces contextes-là, même ça m'a fait penser la demande d'allumer la caméra ou être si présent, disons, du point de vue visuel, et que c'était parfois comme une demande de prof, mais on parlait beaucoup de santé mentale pendant ce moment-là, et comment c'était même pas idéal pour beaucoup d'étudiants et d'étudiantes d'être visible. Exact, visible devant nous. Donc, ce sont des contextes, je pense que vraiment, même s'il y a eu une histoire
de ce type de télépédagogie, comme le contexte de la pandémie. Et même aujourd'hui, on a quelque chose à rester de ce mot hybride qui est le côté positif de ce qui nous a laissé la pandémie, mais de l'autre côté, c'est aussi comme, c'était un moment particulier où c'est juste le choix, il n'y a rien qu'on peut faire différemment. C'était ce qui était délicat d'un point de vue méthodologique, c'était à la fois de m'appuyer sur la littérature antérieure qui existe et qui est très riche et qui a posé beaucoup de bonnes questions, et à la fois me dire que c'était dans une situation qui était la nôtre, qui était complètement inédite. Donc vraiment faire la part des choses entre les choses que je pouvais garder des approches antérieures et les choses qui étaient vraiment spécifiques à la période de crise. Et là, c'est vrai que c'est plutôt les témoignages de terrain qui m'ont aidé à trouver le biais, en étant le moins biaisé possible, pour justement avoir une sorte d'équilibre honnête dans la manière dont je pouvais commenter les choses. Mais ça m'a quand même permis d'expliquer pas mal de choses, même si c'est pour les nuancer, même si c'est pour dire que ce n'est pas exactement pareil. Pas mal de choses qui avaient déjà été dites, sur des formations à distance, par exemple, qui avaient été aussi sujet d'études très précises sur la manière dont les étudiants le ressentaient, le vivaient, etc. Bien avant la pandémie. Ça pouvait quand même être utile. Mais je suis d'accord, il ne fallait jamais oublier que le contexte très particulier dans lequel on était. Les langues se délient, là, on pourrait réouvrir la conversation avec toutes nos... en résilience un peu. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je t'en prie. C'était...